Bienvenue dans la Transmanse. C'est le dernier épisode de la saison et j'ai la chance d'être accompagné de deux papas de mecs trans. Alors, nous avons Bernard. Bernard, bonjour. Enchanté. Bernard qui a un fils trans de 20 ans, qui est directeur d'une entreprise de formation et qui habite dans la région du Canton de Vaud. Merci. Exact, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On a Stéphane, cinéaste, lausannois, Lausannois, qui a un fils qui est un homme de son genre de 24 ans aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir des papas parce que c'est pas toujours facile. Ça a été très difficile de trouver des papas pour participer à ce podcast. Et alors, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur, les deux, d'avoir accepté mon invitation. Le sujet aujourd'hui, vous vous en doutez bien, c'est être père d'un homme trans. On va aller un peu en profondeur sur toutes ces questions. On va essayer de comprendre quels sont les enjeux pour un papa d'un mec trans. Et j'espère qu'on aura plein de bons conseils aux autres papas qui ont des fils trans. Première question, on va commencer par vous. Comment est-ce que votre fils vous a annoncé sa transidentité? Alors, je dirais que c'était pas en une fois, ça s'est fait en plusieurs fois. Mais la première fois, c'était parce qu'il était en couple avec une fille. Et puis, il disait, je me sens plus un homme qu'une femme. Et puis, ma femme et moi, on s'est dit, oui, mais on a l'impression que c'est dans un couple homosexuel, il y a souvent une personne qui est plus féminine et l'autre plus masculine ou comme ça. Et puis, c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, on a eu un peu une appréhension quand on a entendu ça. Donc, on a plutôt essayé de chercher un raisonnement par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à ce peut-être qu'on avait envie ou qu'on n'avait pas envie, justement. Donc, ça s'est passé comme ça, où nous, on n'a pas eu l'impression, mais c'est Elia qui me l'a dit après, qu'on avait en fait bloqué en disant ça. Donc après, il n'a plus rien dit, mais le processus a continué. Nous, on a eu l'impression que c'était juste ça, en guillemets juste, et puis que c'était au fait ce qu'on avait dit, jusqu'au jour où il a dit non, à partir de maintenant, je suis un homme, et puis voilà. Il n'avait pas encore choisi son prénom définitif, mais il a été vraiment clair de dire maintenant, j'ai décidé, c'est comme ça. Et c'était quoi la première impression que vous avez eue, première réaction? La première impression, c'est plutôt de l'appréhension, de certaines peurs. Un monde qui s'écroule, c'est exagéré, mais tout d'un coup, voilà, moi j'avais une représentation de la famille pour moi idéale, à quoi elle ressemblait, tout ça. Puis tout d'un coup, il y avait ça qui arrivait, puis je savais pas comment réagir avec ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que la réaction qu'on a eue, c'était pas « Oh non, mon Dieu, ça va pas » ou comme ça. Mais voilà, on a essayé de rester vraiment le plus ouvert possible pour essayer aussi de comprendre. Mon fils, quand il venait d'avoir 15 ans, tout d'un coup, il s'est éteint. C'était une jeune personne que moi je percevais comme quelqu'un de solaire, de radieux, et tout d'un coup, cette personne devant moi s'est éteinte, a disparu en lui-même, enfermé, littéralement enfermé dans sa chambre, retrait du parcours scolaire. Bon. Sa mère, ma compagne, à l'époque, reçoit un diagnostic d'un cancer du col de l'utérus. Donc, il y a eu ces deux événements comme ça qu'on a vécu en parallèle. Étrangement, avait affaire avec la féminité. Cette dépression qu'a traversée Noah pendant plusieurs années a été pour nous deux, en plus, disons, du parcours de la maladie, a été quelque chose qui nous a évidemment beaucoup questionné. Donc, on a lié les deux choses. On s'est dit, tiens, c'est certainement la réaction d'un adolescent qui, tout d'un coup, doit vivre la maladie, puis l'agonie, puis la mort de sa mère. Et puis, un jour, donc 3 ans plus tard, après une séance chez le psy en famille, il nous a fait son coming out en disant, voilà, je suis trans et j'ai commencé ma transition. Pour moi, c'était un des plus grands soulagements de ma vie. Wow. Parce que, tout d'un coup, je voyais la cause de cette souffrance qu'il avait traversée, qui était autre que simplement la maladie de sa mère, ou d'autres choses que parents, évidemment, quand on voit un enfant qui souffre, on se dit qu'il était victime de tout ça, d'abus, je ne sais quoi. Donc, tout d'un coup, c'était pour moi comme une lumière éclatante. Et c'était waouh! En champ d'action. Ouais, et moi j'ai pu retrouver un rôle dans ce truc-là, c'est-à-dire celui du daron, qui organise. Je vais prendre rendez-vous avec le médecin, je vais gérer. Et avec mon fils, tout d'un coup, je vais pouvoir agir. Je trouvais mon rôle. Et ça a été donc pour moi un moment de joie intense. C'est très rare d'entendre un père ou un parent qui dit que le coming out transgenre de son enfant était un soulagement.
Et je comprends le contexte, hein, Ouais. je comprends de ça vient, Oui, etc. je peux pas dire si ça avait été un Oui, autre contexte. oui, mais ça fait quand même du bien d'entendre ça, parce qu'on se dit, ok, c'est parfois positif même pour les parents. Ce qui m'amène à ma question, c'est est-ce que avant que votre fils vous parle de la transidentité, vous connaissiez l'existence des personnes transgenres? Oui et non. Alors, en allemand, on dirait Jein. Ça veut dire, oui, je savais que, entre guillemets, ça existait, qu'il y avait des gens comme ça, mais non, j'ai jamais été amené à discuter, à échanger avec ou comme Ouais. ça. Et la seule image que j'avais, c'était un peu les stéréotypes qu'on voit un petit peu à la télé ou dans les journaux. C'était plutôt des images qui étaient un peu négatives Ouais. ou dont les gens riaient en quelque sorte, ou Mhm. une appréhension aussi par rapport à ça. Donc c'est vrai que ce monde-là, je le connaissais pas. Je n'entendais parler, encore une fois, juste sur des choses plus, juste de moquerie peut-être, Ouais. ou de gags là-dessus, mais pas vraiment d'avoir d'échanges concrets avec d'être humain à être humain. Donc Mhm. ça me manque. Vous Enfin, avez j'avais pas cette. personne dans votre entourage qui était transgenre ou... Voilà, alors homosexuel, ça, il y avait des gens, je Ouais. connaissais plusieurs personnes, ça c'était pas un problème, dans le sens c'est pas un problème, mais je veux dire, Ouais. j'avais déjà eu cette expérience et ces échanges. Par contre, c'est vrai, transgenre, j'avais pas du tout. Ouais, ok. Et est-ce que, du coup, ces images que vous décriviez comme négatives que vous avez des personnes trans, ça a provoqué une certaine peur chez vous quand votre fils vous a dit, bah moi je suis ça en Mhm. fait. Ouais, totalement. Et puis, je crois que je moquais d'exemples justement de transitions qui étaient positives parce que Mhm. les seules personnes que je connaissais, enfin que j'avais vues, je connaissais pas, c'était des hommes qui avaient fait une transition dans les femmes. Puis à l'époque, c'était mal fait dans le sens de l'apparence, je veux dire, même s'ils s'habillaient comme une femme, ils se sentaient femmes. Mhm. La voix restait très masculine, la démarche, des choses comme ça. Puis c'est vrai que ça faisait un peu une image pour moi bancale. Et puis, c'est vous qui m'avez aussi donné, enfin, espoir, c'est exagéré, mais une belle image de dire, mais ça, c'est pas du tout forcément la réalité. Il y a plein d'autres exemples. Et justement, comme c'est passé à la télévision en Mhm. Suisse romande, j'ai trouvé super, vraiment très rassurant aussi. Puis ça faisait du bien d'avoir une image positive de quelqu'un qui est sain dans sa tête, dans son Ouais. corps, et que c'est une autre image que c'est peut-être les médias qu'on nous donne ou que moi j'avais. Ça me touche trop ce que vous dites parce que c'est le cœur de mon travail en fait. C'est justement ça parce que je me rends compte que les stéréotypes ou l'image qu'on a des personnes trans c'est des négatives. Et moi-même quand j'ai réalisé que j'étais un mec trans, j'avais les mêmes images que vous avez, même si on a des générations différentes. J'avais quand même cette image négative. Souvent liée à la prostitution, souvent liée à la dépression, souvent liée à plein de choses négatives. Je disais que j'avais pas envie d'être cette personne-là. Qui voudrait, enfin, c'est juste que c'est comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut changer. C'est là qu'il faut agir pour qu'on switch cette image-là pour qu'ensuite, les gens, quand ils se rendent compte qu'ils sont transgenres, ce soit pas genre, oh merde, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça? Ouais. Et, et vous, du coup, vous aviez aussi une image négative ou? Ouais. Alors moi, la vie m'avait permis aussi par ma profession. Vous habitez à New York en J'habitais à New York. Moi, donc j'étais, on va dire, conscient et en contact, et j'ai rencontré des personnes trans avant, mais c'est pas pour autant que je pouvais ressentir ce que ça veut dire soi-même. C'est le truc du privilège, ce fameux privilège de l'homme hétéro, cis, blanc, valide, bourgeois que nous sommes. Et je ne pourrais jamais ressentir dans mon corps et dans ma chair ce que c'est d'être une femme, d'être racisée ou même invalide. Mais par contre, je serais toujours porteur d'une forme de stéréotype. Voilà. Et puis, c'est vrai que ma première réaction a été aussi de me dire « Ah, il va être victime de violence. Okay. Il va être victime. » Donc, chez moi, ça a trigger un truc de protection qui était aussi un peu malvenu, certainement. De dire attention, le harcèlement par exemple, la question du regard de l'autre et du regard de la domination et donc de l'oppression. Et donc c'est quelque chose qui m'a inquiété plus dans sa vie à lui quoi que... tiens, il va falloir échapper à cette existence peut-être plus facile, parce que tout d'un coup, maintenant on va devoir faire face, effectivement, je vois la violence à laquelle il va devoir faire face potentiellement.
Après, je trouvais aussi intéressant la notion que, et là, il m'a énormément appris, quoi, enfin, d'apprentissage, tout combat, on apprend tellement de trucs. Au début, bien sûr, tu as beau être savoir, mais jamais tu vas t'asseoir en confusion. Mais bien sûr, orientation sexuelle, travesti, tu dis des conneries, et puis le mégenrage, ce truc incroyablement facile de ne pas blesser les gens, les mégenrants, mais simplement le switch que tu dois mettre, tu vois, le dead name, plus jamais, les gens. Et c'est rien, mais en même temps, tu vas devoir lutter contre une petite partie. Moi, j'ai continué de rêver d'une petite fille blonde. C'est comme si je devais condamner mon propre rêve en me disant, mais arrête, tue cette image. Mais en même temps, c'est comme si je devais tuer cette personne. Et c'est là que mon fils me dit, mais t'es con, bien. Je ne suis pas une autre personne, je suis la même personne. Ça, c'est je suis aussi cette petite fille blonde. Et je suis moi. Je ne suis pas une autre personne. Donc, tu ne dois pas tuer cette autre personne. Je suis moi. Bah, c'est une de mes questions, c'est est-ce que vous avez ressenti, Bernard, par exemple, une question liée au deuil? Est-ce que vous avez ressenti que vous avez dû faire le deuil de votre enfant ou pas? Je crois que très égoïstiquement, j'ai dû faire le deuil, mais le deuil, c'est par rapport à moi. Waouh. Plus par rapport, encore une fois, à mes représentations, à mes attentes. Ce que vous imaginiez pour votre enfant plus tard, etc. Exactement. Toutes ces représentations que j'avais, ça, j'ai dû faire une sorte de deuil pour passer à la suite. Puis encore une fois, je vous rejoins tout à fait. Grâce à ça, ça m'a enrichi énormément de pouvoir, justement, rien que les discussions, d'ouvrir un nouveau monde, d'avoir des choses qui étaient tellement binaires chez moi, qui tout d'un coup, je ne veux pas dire que j'ai maîtrisé encore les critères et tout ça, mais d'avoir cette confrontation, cet échange, en tout cas, qui était très enrichissant. Donc ça, c'était vraiment quelque chose dont j'ai bénéficié. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était difficile. Et puis, pour moi, ce qui était un déclencheur, et j'aimerais le partager pour les gens qui potentiellement nous regardent et qui sont dans une situation similaire, et c'est tout à fait débile, hein. Je me le mets sur moi, sur ma faute, mais c'est d'avoir réalisé, en fait, de dire, mais attends, il fait pas ça parce que c'est une mode, il fait pas ça parce qu'il faut un tel courage pour oser déjà dire à ses parents, à ses copains, tout ce qu'il va devoir être confronté avec la famille, au travail, toutes les mesures qu'il faut faire pour changer. Il faut un tel courage pour faire ça. Et puis moi, la souffrance qu'il a, il fait pas ça juste pour le fun. Et quand j'ai réalisé ça, là, ça a fait le déclic. Dit, bon, comment est-ce que je peux l'aider? C'est quoi la meilleure manière que je puisse faire pour le soutenir? Magnifique. Mais ça m'a pris du temps et j'ai eu la chance, c'est un peu triste de dire ça, mais j'ai eu la chance d'avoir d'autres exemples où ça s'est moins bien passé, de voir le résultat qu'il en était, que ça m'a aidé à ouvrir les yeux et à réaliser ça. Qu'est-ce qui vous bloquait au début? La peur que ce soit juste passager, puis tout d'un coup, il y a des trucs irréversibles. Voilà, c'est ça, c'est une décision quand même hyper importante. Deux, de l'inconnu, j'imagine, voilà, de se dire, pas du tout prévu ça, comment. Et puis 3, je le dis très honnêtement et encore un petit peu honte à moi, j'avais peur de l'image aussi à l'extérieur. Normal, bien sûr. Puis de se dire, attends, mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai toujours dit que j'avais 3 filles, puis maintenant, je veux dire que 2 filles et un garçon. Ah tiens, un garçon, mais je croyais que tu avais 3 filles. Puis tout ça, puis en fait, c'est nul parce que c'est rien du tout. Il n'y a qu'à juste être sûr de soi, être convaincu, être fier de ce que je suis, et puis ça va très bien. Mais tant qu'on n'a pas fait ce pas, en tout cas moi, tant que je ne l'avais pas. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aimerais parler parce que j'ai eu plusieurs cas avec mon père comme ça, où au début de ma transition, j'avais pas encore le passing que j'ai aujourd'hui, mais ça faisait 10 mois que mon père était au courant que j'étais un mec, que je faisais ma transition, et on croise, on était ensemble et on croise quelqu'un qu'il connaît à l'aéroport. Donc, on est en famille et on croise cette dame qu'il connaît depuis 1000 ans. Et moi, je suis à côté. Et il ne savait plus quoi dire parce que j'avais déjà changé un peu physiquement et il dit ça c'est ma il a pas réussi à dire ça c'est mon fils. Il a pas réussi à dire. Ça m'a blessé parce que j'étais là, j'attendais ce mot fils avec tellement d'impatience. J'étais là, je veux entendre ce mot fils, je l'avais jamais encore entendu et tout. Il dit pas ça, mais après il vient vers moi, il me dit je suis désolé Léon, j'ai pas réussi à dire fils, ça va venir. Et c'est vrai que c'est le rapport à l'entourage en fait, c'est dur pour les papas et pour les mamans. Et un autre exemple, c'est que avec mon père, on a toujours fait du tennis ensemble. Depuis que je suis petit, on a joué au tennis. Il m'a coaché, bref, tout tralala. Et récemment, il y a genre même pas une année, je suis retourné à mon club de tennis d'enfance pour jouer avec lui. Et on croise mon ancienne prof de tennis avec qui j'ai grandi, quoi. De mes 6 ans à mes 14 ans, je jouais tout le temps avec elle et tout. Et il se trouve que c'est pas une femme qui est très ouverte d'esprit.
Elle est au courant que j'ai transitionné, elle sait qui je suis, etc. Mais bref, on arrive sur place. Mon père était en avance, comme il est toujours en avance. Il était en avance devant le court et je le vois discuter avec cette femme. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je passe, je dis même pas bonjour à cette dame parce que on a de l'animosité entre nous. Et là, mon père, il me fait, ouais, alors, elle s'appelle Anouk. Anouk m'a demandé comment allaient mes filles. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as répondu? Tu m'as dit, ah, je t'avoue, j'ai rien dit. Okay. Et là, c'était il y a une année. Hein. Et là, je dois avouer que ça me fait chier. En fait, j'ai envie que mon père, il dise, écoute, Anouk, j'ai un fils et maintenant tu sais, en plus tu le sais très bien. Donc, tu dis fils et j'ai envie qu'il prenne cette position. Et ma question, c'est est-ce que vous, actuellement, honnêtement, vous arrivez à prendre cette position-là? Moi, pour être aussi honnête, je l'ai pris parce que je suis dans un milieu avec une haute valeur symbolique ajoutée. Oui. C'est-à-dire que je fais du cinéma, je suis dans un milieu un peu machin, tout ça. Et donc, pour moi, par exemple, et ça, on en plaisante souvent avec mon fils, qui me dit, mais quand est-ce que tu arrêteras de m'utiliser pour te faire mousser, tu vois? Parce que, du coup, pour moi, c'est plutôt cool oui, pour vous, d'être l'allié. Et c'est tout le risque de l'allié. C'est-à-dire que c'est toute l'ambiguïté du rôle de l'allié. Parce qu'il y a beaucoup de faux alliés. Tu vois, ah ouais, je suis un mec tellement cool et déconstruit, malgré que je suis vieux, tout ça. Je suis tellement cool et déconstruit que c'est tellement cool que j'aie ce fils trans qui me permet de briller en société. Ouais. Ah, vous n'êtes pas au courant de la dysphorie. Ah, vous ne maîtrisez pas. Tu vois, tu vois. Et donc, moi, je me suis un peu engorgé des fois en société, dans les repas, en me disant, ah oui, c'est trop cool, prêt à faire un peu, et que je t'explique. Bon, mais bon, ça va pas un peu quand même. Enfin, moi, oui. Mais non, mais parce que tu aussi, c'est tous ces trucs-là. Tu vois, puis comme mon fils me disait, non, je suis la même personne, il me disait, mais aussi, fais gaffe avec ce truc de l'allié, parce que de nouveau, fais ce que tu peux, mais simplement le fait de me genrer correctement et de justement devant les personnes de n'importe qui d'ailleurs, tu vois. Il y a ces moments extrêmement touchants, j'ai trouvé, à ce moment de la pure androgénéité, tu vois, au début de la transition, quand il y a beaucoup de mégenrage de la part des gens qu'on croise comme ça, ou des enfants, par exemple. Moi, je me souviens de moments où on était tous les deux à la plage, puis il y a le gamin qui arrive, puis qui se plante devant mon fils, puis il dit, mais toi, t'es un garçon ou t'es une fille? Et puis, alors, moi, je dis, voilà, tu vois, ce truc où moi, je me dis, là, il est en train de souffrir. Malgré que c'est peut-être moins, c'est un des enfants, mais c'est aussi un moment d'une violence dingue qu'il est en train de subir. Et donc, moi, quelle position j'ai? Est-ce que je fais la morale à ces personnes, ou est-ce que je prends sur le ton de la plaisanterie, ou est-ce que je dis, ah non, alors, mon fiston, machin, tout ça. Mais c'est là, dans ces moments-là, où j'ai trouvé que je pouvais être le plus adéquat, plutôt que de faire des grandes théories sur le genre machin. De toute façon, j'y connais rien, mais bon, voilà. Mais d'être le plus adéquat, donc simplement toujours, et ne jamais rien laisser passer. Donc, avec la grand-mère qui perd la boule, toujours dire non, non, maintenant, enfin, il s'appelle comme ça, non. Et puis ça passe. Mais il y a un moment, il y a ces quelques mois où tu dois constamment, et pour revenir à ce que disait Bernard tout à l'heure, il y a aussi faire face pour soi et pour les autres, avec toujours ce truc, mais et s'il changeait d'avis? Ou est-ce que c'est l'influence des réseaux sociaux? C'est les réseaux sociaux. Tout ça est à cause, ou tout ça est, et puis non, ça n'est pas un avis, ça n'est pas une décision, c'est sa nature véritable. C'est un jeune homme, il a toujours été un jeune homme. Ça n'est pas une décision. Non, il ne va pas revenir sur sa décision. Je vous le dis, je vous le répète, et ça veut dire aussi de se fâcher avec les gens, d'accepter le fait de, à un moment donné, se fâcher avec eux. Vous, en tant que chef d'entreprise, pas en milieu de l'art, pas en milieu, c'est pas forcément une valeur ajoutée d'avoir un fils trans. Moi, c'est pareil. Mon père, il est aussi chef d'entreprise. C'est pas du tout une valeur ajoutée d'avoir un fils trans. Au contraire. Et je pense que du coup, c'est peut-être plus difficile pour vous de prendre cette position et de dire à tout le monde, au prof de tennis, à votre collègue, maintenant j'ai un fils, j'ai plus 3 filles, j'ai 2 filles et un fils. Et est-ce que vous l'avez fait récemment? Vous l'avez fait? Alors, pour moi, ce qui était difficile, c'était la période de transition, si je peux dire ça comme ça, où une partie de la famille savait, l'autre pas, les amis pas, mais elle y a publié des choses sur les réseaux déjà. Donc, puis là, je me suis senti mal à l'aise un moment. Donc, avec ma femme, on en a discuté avec Elia.
c'est clair qu'on voulait pas lui mettre la pression parce qu'on sait bien que c'est hyper difficile et puis que c'est lui qui doit trouver le juste timing. Ouais. D'un autre côté, cette zone grise, elle était vraiment très difficile à vivre. Et puis, j'étais content quand ça s'est passé, puis qu'on a pu dire officiellement. Est-ce que vous attendiez pourquoi? Parce qu'Elia était pas tout à fait prêt encore de dire vraiment à tout le monde, Ouais. que ce soit totalement public. Il l'avait Ouais. dit juste aux amis très proches et à la famille proche. Ouais. Et puis, voilà, il ne se sentait pas encore assez sûr, peut-être, ou en Ok, confiance ouais. pour pouvoir le dire. Ouais. Mais une fois que ça s'était fait, le pas était fait en quelque sorte. Et puis, j'ai pas été parfait. Mais je pense que j'étais, en grande majorité, j'ai vraiment dit, j'ai un fils. Puis ce qui m'a aidé, c'est qu'Elia est venue faire un stage d'une année de mon entreprise. Ah ouais. Et puis j'ai dit, dès le début, j'ai tout de suite mis les choses au clair, qu'on l'appelait Elia, que c'était un fils. Et puis voilà. Et puis que ça m'a aussi beaucoup aidé, en fait. Wow. Ça m'a permis d'être bien clair aussi pour moi. Ah bah c'est bien. C'est... Ouais, au début où Noah a commencé sa transition, au début de la prise d'hormones, donc il était hyper androgyne, mais enfin, il y a 60e anniversaire du mariage de mes parents. Donc, moyenne d'âge de... moyenne d'âge de... Ouais. Et donc, c'est une des premières grandes réunions familiales depuis le début de la transition de Noah. Et donc, Noah commençait à aller mieux. Et donc, moi, j'y suis allé, on va dire, bon, allez, on va aller à la guerre, quoi. Ensemble. Ensemble. On va aller à la guerre. Mais, une guerre soft, mais enfin, on va aller à la guerre et on va rien laisser passer. Et moi, j'ai trouvé ça génial. C'est que mon père, paysan du Jorat vaudois, 85 ans, lui, il a switché immédiatement. Dire, c'est mon petit-fils. Mais je crois que, c'est mon petit-fils Noah. Non, oui, c'est mon petit-fils Noah. Bon gaillard. Et puis, tout d'un coup, tu vois, il y avait cette validation. Et je me suis rendu compte de l'importance que nous, on a de la validation. De ne pas laisser passer un truc. C'est nous qu'on est là pour valider. Et à partir du moment où tu valides, mais tu valides de manière naturelle, quoi. Bah oui, c'est mon fils, c'est mon chat, c'est mon... non, mais je veux dire, voilà, c'est juste la normalité. Juste dire, quoi. Et c'est la normalité. Et on n'est pas dans l'exception. C'est pas incroyable. C'est une histoire incroyable qu'on a vécue. Non, voilà, c'est mon fils. Et là, alors en plus, comme c'était validé par le vieux patriarche, tu vois, c'était comme ça d'un coup. Et là, j'ai vu des personnes de 90 ans qui disent, c'est Noah, alors. Enfin, voilà, puis, bam, pouf, tu vois. Et, Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile pour les papas d'avoir un fils trans que pour les mamans? J'ai pas l'impression. Non. Pour vous, vous avez senti, par exemple, dans votre cas, avec, vous avez une femme, c'est pareil, oui. Est-ce que vous avez senti que elle a accepté plus vite ou pas? Alors, regardez la vidéo. Non. Je fasse attention. Non, je plaisante. J'ai l'impression, mais c'est une impression. De toute façon, c'est toujours difficile à mesurer, même si on en discute ouvertement, est-ce que c'est plus ou moins. Ouais. J'avais l'impression que j'ai peut-être eu plus de peine au début, mais qu'une fois que j'avais switché, que j'avais plus de facilité qu'elle. Okay. Qu'elle a eu peut-être de peur en tant que mère, ce côté peut-être maternel, je sais pas, de se dire, mais c'est une erreur, ce que je fais. Oui, je me rappelle, elle disait aussi, mais est-ce qu'on fait assez notre travail de le protéger, de s'assurer que il fait pas une bêtise ou qu'après, en plus, pas nous reprocher, mais pas de ce sens-là, son fils, c'est des gens nous reprochent, mais que lui, après, il y a un immense regret, puis ils nous disent, mais pourquoi vous m'avez laissé faire ça? Voilà. Elle était plus là-dessus, alors que moi, une fois que c'était accepté de ma part, je dis, on y va, go, quoi. Ouais, ok. Et vous? Peut-être, à nouveau, tu peux pas parler de manière générale. Je crois que vraiment chaque cas est particulier. Nous, dans notre cas, il y avait un truc autour de la complexité très forte de genre. Je sais que Néliane, donc la maman de Noël, était très dans des trucs de cercle de femmes, le féminin sacré, à célébrer, tu vois. Voilà. Et donc avait amené le pauvre Noah quand il était plus jeune, il avait genre 12 ans, tu vois. Non, tu vois, dans un truc forêt de Brocéliande, rituel de la féminité, ça quoi. Et puis lui, il était là, mais lui, il n'avait pas encore les armes pour comprendre et donc ils partaient, ils s'enfuyaient, ils sont fermés dans les toilettes pendant et donc il y a eu, on parlait du deuil tout à l'heure, ou d'un sentiment de perte, ou peut-être, je sais pas quoi, tu vois. Peut-être pour sa maman, c'était plus autour de ce truc-là le féminin, la célébration du féminin, tout ça. C'est intéressant. Et puis,
Vous aviez 3 filles, maintenant vous avez 2 filles et un fils. Mhm. Est-ce que vous êtes content d'avoir un fils? Oui, ça de toute manière, je suis content d'avoir. Je vous rejoins dans ce que vous disiez, cette libération, cette joie. Alors moi, ça n'a pas été sur le moment, mais maintenant, quand je vois bien qu'il est heureux maintenant, beaucoup plus qu'avant, qu'il est beaucoup plus équilibré dans le sens d'une stabilité et puis justement d'arriver à se projeter dans son avenir et tout ça. Donc, pour ça, je suis hyper content, indépendamment Mhm, du sexe de mhm. mon fils. Donc, ça c'est le premier point. Et puis, le deuxième point d'avoir un fils, je suis en train de faire le travail, je dirais. C'est vrai que je commence à avoir certaines fois à dire, ah ouais, on est entre mecs ou moi, je me Ça, comporte un peu différemment tellement précieux. avec les filles, c'est Ouais, vrai. ouais, Mais voilà, je besoin de temps quoi, ouais. pour que je regarde ça. C'est, alors, mon expérience personnelle, c'est que moi, comme vous pouvez imaginer, j'étudie le genre, j'ai déconstruit le genre, blablabla, bla, 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 bla. Mais le moment où mon père a commencé à changer son comportement de façon très masculine avec moi, ça a été incroyable. J'ai adoré le moment où il a commencé à être vraiment mon père et je vois qu'il me voyait comme son fils et on allait faire des trucs de mec ensemble. Mhm. Et ça paraît con. C'est quoi les trucs de Mais mec? justement, ça Vas-y. a aucun Ah sens. non, Ça a c'est aucun quoi? sens. C'est absurde. La moto, par exemple. Ah, la moto, parce que alors les filles font pas de moto. Ça, Ah, mais bien c'est ça. complètement absurde. C'est complètement absurde. Mais c'est des clichés qu'en fait, moi, en tant que personne trans, ça me faisait du bien de voir que, j'imaginais ça. Je me disais, mon père, dans sa tête, lui, il doit penser que ça, c'est un truc de mec, au vu de son éducation, etc. Et du coup, le fait qu'il me propose de faire ça avec lui, ou qu'on fasse que des trucs qui sont connotés masculins, Mhm. il me valide. Mhm. Il me voit comme un Oui. fils, il me voit comme un fils, et moi, j'avais un besoin extrême de ressentir que mon père me voyait comme son fils, et nos rapports ont complètement changé. Ça, c'est un fait. Je me rends compte que pré-transition, post-transition, notre relation est complètement différente. Elle est 100% altérée. Et aujourd'hui, on a vraiment une relation père-fils où on s'est rapproché en fait. Je pense que c'est aussi parce que il a eu une certaine façon de prendre la transition qui fait que j'ai apprécié qui fait que je me suis rapproché de lui. Et ouais, je sais pas, je pense que c'est avoir père-fils, c'est très important. C'est très important et j'espère que vous allez arriver à ce point-là de vraiment entre mecs, même si c'est un peu toxique, même si on peut prendre C'est exactement ça. C'est ça, un petit peu ça aussi qui me retient. En fait. Ouais. Est-ce que vous avez eu un fils de naissance? Oui, bien sûr, mais alors c'est extrêmement difficile de répondre maintenant parce que je suis maintenant puis je suis dans une autre situation. Donc je peux juste essayer de dire intellectuellement. J'ai l'impression que potentiellement j'aurais fait. D'un autre côté, quand je vois ce qui s'est passé avec nos 3 filles, on n'a jamais eu une éducation, t'es une fille, t'as Barbie ou comme ça. Ok. Donc on a aussi, moi je l'ai soutenu à fond dans le foot. Moi je fais beaucoup de foot, donc Ok. j'ai donné les entraînements de gardien, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir Ouais. cette éducation. Si j'avais eu un garçon, je pense que j'aurais fait encore plus de foot. Je ne sais pas, peut-être. Mais je pense que ça dépend plus de l'enfant. Ouais, Ça dépend ouais, plus de l'enfant ouais. que de moi. Donc j'ai l'impression, non. Mais encore une fois, c'est Ouais, aujourd'hui que je dis ça. Mais moi, j'ai aimé avoir cette relation avec une fille, quand j'ai un fils aîné. Ouais. J'ai aimé, il y a cette expression que je trouve affreuse, mais qui existe, c'est le choix du roi. Tu vois, quand tu as un garçon, une fille, comme ça, tu vas pouvoir avoir un peu l'expérience. La globalité. La globalité, tu vois, d'avoir l'expérience. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé observer la manière dont, tout d'un coup, il y avait des différences, mais qui étaient souvent des choses imposées aussi, parce que la poupée Barbie, même si c'est pas toi qui l'offre, il y a quelqu'un d'autre qui l'a. il y a quelqu'un qui l'offre, tu vois, et puis des machins roses, et puis et puis moi, mon fils, avant sa transition, il a passé par une période où il était super féminin. C'est quelque chose que je découvrais aussi, tout ça. Et puis maintenant que j'ai ce jeune homme avec moi, alors on a fait des trucs plutôt masculins avec son frère aîné qui est... Ouais. Mais il y a ce truc maintenant où on n'a justement pas besoin de faire de la moto, mais ou de je sais pas quoi, enfin des trucs de mec, quoi qu'on fait peut-être des trucs de mec aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que, enfin, voilà, que vous êtes le premier modèle masculin de votre fils trans? Et est-ce que c'est quelque chose, sa transidentité, ça vous fait un peu questionner vous-même votre propre masculinité? Ouais, oui et non, disons. Oui, bien sûr, puisque il m'a connu depuis tout petit, et puis il a observé, j'imagine, consciemment, inconsciemment, des comportements, des choses comme ça. Donc ça, oui.
Toutefois, maintenant, comme il fait sa transition d'un âge adulte, Mhm. eh ben, je peux m'imaginer que consciemment, il va regarder D'autres des modèles. vidéos, d'autres modèles, d'autres personnes. C'est pour ça que Mhm. j'ai pas l'impression d'être son modèle numéro un. Mhm. Ok. Ça, c'est la première chose. Puis la La deuxième question, c'est est-ce que la transition de votre fils Ah oui, voilà. Ça vous a Première question. C'est pour ça que je questionné, l'avais oublié. voilà, ça vous a questionné sur votre propre masculinité? Oui et non. Un peu comme toujours, ça dépend. Oui, dans un sens, oui, parce que pour moi, je suis très binaire, encore une fois, et Ouais. puis la masculinité, voilà, une fois que j'ai accepté que Elia est un garçon, et puis voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bah, ça m'allait très bien. Où j'ai de la difficulté encore, c'est que, justement, des fois, Elia, il aime bien être un peu, il y avait l'exemple des ongles, ou le collier, ou, puis ça, j'ai de la difficulté, mais pas par rapport à lui en tant que personne. C'est plus moi de dire, mais attends, je comprends pas, tu veux être un mec, alors sois un mec. Et puis, pas être un mec, mais où j'ai quand même des trucs d'avant. Voilà. Mm. Alors ça me questionne, parce que c'est clair, Je comprends. je me dis quand même, attends, mais ouvre un petit peu. Et vous arrivez à ouvrir? À vous dire, un homme, ça peut porter... Jusqu'à un certain point. Pour être tout à fait honnête, jusqu'à un certain point. Ouais, parce que vous avez quand même cette idée de ce que c'est un homme, et vous vous dites, ok, mon fils, il fait une transition pour être perçu comme un homme. Pourquoi est-ce qu'il se met du maquillage? Exactement. Mhm. Et puis, moi, j'ai l'impression que ça l'aide pas. Mhm. Dans un premier temps, mais c'est très simpliste hein, comme raisonnement. Dans un premier temps, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut être. Tu fais une transition d'homme, alors tu fais une transition à fond dans le sens. Mhm. Là, maintenant, j'ai trouvé ma place d'homme et puis Mhm. je suis reconnu, puis j'ai cette stabilité où, voilà. Puis après, voilà, bah, je peux essayer ci, je peux essayer ça. Mhm. Mais maintenant, ça me semble être un défi encore supplémentaire qui Mhm. est pas nécessaire et puis Mhm. qui n'aide pas, j'ai Ouais. mon interprétation encore une fois, qui n'aide pas la compréhension et l'intégration de l'environnement. Parce que Mhm. j'imagine pour lui, c'est absolument clair. Mhm. Mais pour l'environnement, c'est difficile des fois. Mhm. Voilà, bah, c'était notre père, enfin, Ouais. c'était la même personne, mais Ouais. qui avait un autre genre, et puis que maintenant c'est un homme, c'est Elia. Alors ça, ça peut être déjà compliqué pour certaines personnes. Puis si en plus, bah, justement, il y a des attributs qui sont encore plutôt donnés à une femme, bah, ça va pas aider, j'ai l'impression, cette transition. Je comprends tout à fait parce que enfin, vous avez été, on a tous grandi dans un monde où c'est hyper binaire, Mhm. etc. Les hommes, ils portent ça, les femmes, elles portent ça. Absolument. Et du coup, c'est peut-être un peu questionnant pour vous, mais moi, j'ai fait la même chose. Aussi, pendant ma transition, je jouais avec le genre parce qu'en fait, quand t'es trans, tu dois tellement vivre des choses hyper intenses sur le genre et te rendre compte de ce que c'est le genre que tu te rends compte finalement que le genre n'existe pas vraiment et que c'est que des constructions et du coup, tu peux jouer avec ça. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'avais une période au début de ma transition où en fait j'étais là mais en fait je suis un mec mais je veux mettre une robe parce que je veux prouver à la société qu'effectivement les mecs peuvent mettre des robes. Et en fait je le faisais par mesure de contestation. Mhm. Il s'en est avéré que ça me faisait prendre trop de violence effectivement parce que j'étais en transition et puis je trouvais cool de combattre les stéréotypes de genre mais en même temps du coup je sortais masculin mais avec des ongles peints etc. Et je me faisais tout le temps agresser dans la rue à cause de ça. Mhm. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'arrive plus à jouer comme ça avec les stéréotypes de genre. J'arrive plus à mettre du vernis. Ça me fait bizarre. Mhm. J'arrive plus parce que j'ai l'impression que j'ai perdu un petit peu l'idée que le genre c'était une construction et puis que on pouvait jouer avec ça. En fait, je suis tellement enfoncé dans ma transition que je suis un peu là. Je veux plus retourner là. Mais tu as fait passing aussi. Oui. C'est super. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai perdu peut-être, j'ai perdu un petit peu peut-être la confiance de jouer avec parce que j'ai tellement eu une période compliquée où les gens ils me mégenraient constamment et j'ai violence que maintenant j'ose plus en fait. Mhm. Et même je me laisse même plus l'envie de le faire. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut plutôt célébrer ça chez votre fils parce que ça prouve une confiance en lui Mhm. et justement dans son genre et ça va questionner plein de gens et ça c'est cool parce que les Mhm. gens après ils vont se questionner sur ces questions-là, ils vont être là ah oui mais c'est quoi un mec en fait? C'est quoi un mec? Pourquoi c'est un mec qui peut pas porter de vernis à ongles? Ça fait quoi et tout? Donc je comprends que ce soit compliqué à comprendre, même à accepter ou même que vous ayez peur parce que ça effectivement ça peut provoquer de la violence. Moi je trouve que c'est hyper vaillant de la part de votre fils. Est-ce que vous avez eu un mot à dire dans le choix du prénom de votre fils? J'ai l'impression non. Ouais. C'est-à-dire, ça n'a pas été, voilà, c'est lequel vous préférez ou comme ça, mais il me semble qu'on a quand même été inclus dans un certain nombre de processus par rapport à certains prénoms auxquels il réfléchissait. Donc, demander plus l'avis, mais certainement pas. C'est tout à fait normal, hein. Mhm. Pas
soit de pouvoir mettre un veto ou pas de pouvoir dire ah ben tu devrais t'appeler X, Y, Z. Je crois qu'il y avait eu aussi de demander le prénom qu'on avait prévu s'il naissait comme ça, voilà. Mais voilà, mais après, mon souvenir en tout cas, c'est que après il arrivait avec un prénom et puis c'était pas forcément un que j'avais entendu ou dont on avait discuté. Ok. Et puis, ça a été dur pour vous de lâcher le prénom que vous lui aviez donné. Alors, oui, c'était dur juste parce que ça faisait quand même 18 ans qu'on répétait ce prénom. Non, par rapport voilà, à utiliser un nouveau prénom, puisque voilà, c'était un homme maintenant, je vais l'appeler comme ça, quoi. Vous avez réussi tout de suite à Non, l'appeler par non, son non, prénom choisi? non. Ah, ça, c'est affreux. Je fais encore l'erreur des fois, mais je m'en veux tellement comme un homme fourche aussi avec les gens, des fois, mais je dis, mais c'est pas possible, je sais très bien. Puis je veux, c'est pas du tout une question de volonté de vouloir encore, je sais pas, voilà. Mais ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, malheureusement. Genrer il, ça a été dur pour vous de dire il? Même chose, c'est-à-dire que une fois que j'ai accepté, j'ai dit non, oui, enfin j'ai dit non, oui, je suis très clair. J'ai dit voilà, c'est il, c'est un fils, c'est Elia. Ouais. Intellectuellement, j'avais accepté et compris et voilà. Maintenant, encore une fois, le côté des habitudes, des choses comme ça, il faut apprendre aussi à changer. Puis j'avais 3 filles, souvent je disais elles, mes filles, voilà. Et puis tout d'un coup, on peut plus dire ça. Ouais. Il y a plein de trucs, c'est tout bête, hein, mais c'était l'habitude, ça allait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que maintenant, je dois réfléchir, ah non, je dois dire mes enfants, voilà. Et puis je peux plus dire elle, je dois dire il, mais quand je dis il, je me sens pas juste parce que je dis, attends, il y a quand même 2 filles par rapport à un garçon, pourquoi? Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent. C'est des petits trucs. Mais je peux m'imaginer que pour Elia, des fois, ça a dû être blessant que moi, ou je parlais pour moi, puis je suis là, que moi je disais des fois encore elle, malheureusement. Est-ce que vous avez un truc ou un conseil à donner à d'autres pères qui font cette même erreur pour essayer de plus la faire? Alors, je pense, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est toujours bien qu'on donne des conseils qu'on n'a pas fait. Je pense que si on le fait, c'est de dire je suis désolé. Voilà, ça m'a glissé de la bouche, sorti de la bouche, bien sûr, je voulais dire. Le mentionner. Voilà. Le dire ouvertement, explicitement que c'est pas du tout une intention, mais que c'est juste que. Pas faire semblant que ça n'existe pas. Exactement. Ok, c'est un très bon conseil. Et vous? Oui, c'est mon conseil. Alors moi, le prénom faisait partie du package. C'est-à-dire que moi, quand notre fils a fait son communal, il a dit. Donc, je suis trans, j'ai commencé ma transition et mon nouveau prénom est Noah. La difficulté de switcher sur le prénom et le pronom. Alors, moi aussi, j'ai eu plus de difficultés avec le pronom qu'avec le prénom. Le prénom, je pense que, et là aussi, en revenant sur le fil WhatsApp des échanges avec les amis, par exemple, comme ça, je vois que je utilise tout de suite son prénom depuis en parlant de lui du coup après quelques jours mais très vite et puis je sais pas pourquoi parce que pour moi ça m'a pas j'ai réussi à switcher après bien sûr que sur le pronom non à moins d'être vraiment bourré mais non mais je veux dire mais et en tout cas ça m'est pas arrivé mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu de difficulté, peut-être comme vous, à comprendre la souffrance qui était provoquée par le mégenrage. Parce que on se dit, et c'est pour ça que je pense que c'est un excellent conseil, le fait de surtout reconnaître, ouais, je me suis planté. Mais c'est pas parce qu'on a toujours l'impression, on se dit, ça va être la responsabilité, ça va être, après tout, je veux dire, t'as changé de prénom, t'as changé de genre, t'as décidé. Non, tu n'as pas décidé. Mais, et donc, tu voudrais encore que les gens s'adaptent à toi. Franchement, c'est plutôt à toi de t'adapter. Et donc, c'est comme si je te faisais porter comme ça la charge et la responsabilité du truc. Alors que non. Non, justement pas. Si tu veux, justement pas. Donc, il peut arriver que les gens se trompent. Hein, voilà. Ça arrive, voilà. Mais on le reconnaît, je me suis trompé. Ou alors, effectivement, tu t'es trompé. La grand-mère alzheimerisée, elle n'est pas tout à fait Alzheimer, mais tu t'es trompé. Et je le redis. Genre, je ne vais pas passer le truc de la conversation à table.
il, non, elle, non, bah, elle, il. Enfin, tu vois, tu reviens, tu valides un petit coup. Parce que c'est une manière de dire, je valide, je suis avec toi. Et même si je me trompe, parce que je suis, voilà, et ben voilà, je me suis planté. Ah, quel con, je me suis planté, mais je suis mon grand-père, il se trompe encore maintenant. Ouais, mais... Ça fait 6 ans. Ouais. Et il le relève pas. Et ça me fait chier. Parce que s'il était là... Mais ils s'en rendent compte. Hein. Oui, je sais même pas s'il s'en rend compte. Mais en fait, c'est quelqu'un dont je suis proche, je suis assez proche de lui. Et quand il se trompe, il se trompe tout le temps. Ah ouais. Et il fait semblant que ça n'existe pas. Je sais pas s'il se rend compte en fait. Peut-être qu'il se rend juste pas compte. Ou peut-être qu'il est gêné, je sais pas. C'est trop bizarre. Et c'est vrai que moi, j'adore quand la personne se trompe. Je déteste quand la personne se trompe. Mais quand elle se trompe et qu'elle dit je suis trop con, désolé, hop, et je corrige et on move on. Pour moi, c'est beaucoup mieux à vivre en fait que quelqu'un qui fait semblant que ça n'existe pas. Nous, ça peut devenir, ça a plus maintenant, bon après ça fait quelques années aussi, donc c'est toujours beaucoup plus facile quand le temps a passé, mais c'est devenu un peu un jeu entre nous et c'est devenu un sujet de plaisanterie. Par exemple, si on va, tu vois, à la boulangerie l'autre jour et on va acheter un petit pain à la boulangerie et puis la vendeuse dit bonjour monsieur dame. Et c'est devenu une blague, donc on joue avec ça. On dit monsieur, dame, où la dame? Enfin, je vois, mais alors, et puis il me dit oui, c'est. Enfin, et puis on monte un petit sketch, et puis du coup la personne est un peu. Non, mais on va pas non plus humilier la personne. Non. Bon, ça peut arriver sur des. Moi aussi, je veux dire, quand j'étais jeune, j'avais des cheveux longs pour défendre, mais on était dans les années. Mais tu vois où ça devient un truc où ça devient. Tout d'un coup, c'est plus la même source de souffrance. C'est-à-dire que je pense que la grande souffrance du mégenrage au car pour mon fils a duré peut-être, je sais pas, 2 ans peut-être, le truc, où c'était chaque fois un coup de poignard. Et puis maintenant, ben voilà, c'est ça, quand ça arrive, ben je vois, parce que moi ça me fait toujours un peu, j'ai toujours peur, non, de nouveau, et je regarde. Et on se fait un peu genre, ça, puis on balance une vanne, bam, ou un truc un peu rigolo pour faire comprendre à la personne que, tu t'es planté. Le pire, c'est quand la personne se trompe devant, moi, quand la personne se trompe devant mon père, c'est horrible. Parce que du coup, j'ai tellement bossé pour qu'il me voie comme il, et d'un coup, il y a une meuf qui dit elle, et je vois que ça le gêne, presque plus que moi. Et ça, c'est terrible parce que on n'a pas ce truc de jeu où lui. Mais ça le gêne parce qu'il pense que ça va vous faire souffrir ou parce que c'est la situation un peu cringe. Je pense que c'est une situation qui me met mal à l'aise parce que je pense qu'il sait que moi ça va me blesser et que lui il va rien dire à la personne. Là j'ai une question pour les Israéliens, mais parce que pour moi il y a aussi le côté de la tolérance. Est-ce que il n'y a pas des fois quand il y avait ces situations, plus particulièrement avec la famille proche que vous savez qui vous aime, que se dire, il me dit le faux prénom, le faux genre, et puis c'est pas grave, je sais qu'il m'aime, puis que ça fait partie du processus. Alors moi, maintenant oui, mais au début de ma transition, impossible. En fait, c'était juste que maintenant, quand mon grand-père se trompe par exemple, je suis un peu là. C'est chiant, mais c'est pas du tout invivable parce que moi-même, je suis bien, je suis sécure, je me sens pas questionné dans mon genre, je sais que tout le monde m'aime et ma famille donc, qui m'aiment et qui me voient comme un homme, etc. Mais au début de ma transition, en fait, pour moi, c'était pas juste se tromper, c'était ne pas voir qui je suis vraiment. Vu qu'ils me montraient aucun autre signe d'acceptation, le mégenrage pour moi, c'était juste le symptôme de leur non-acceptation de moi. Alors que maintenant, s'ils se trompent, je sais qu'ils se trompent. Ils pourraient se tromper avec ma sœur aussi. Enfin, voilà. Alors qu'avant, c'était vraiment, ils se trompent parce qu'ils ne me voyaient pas comme un mec. Et ça, c'est le moment où ça a switché. C'était un peu indépendant d'eux. C'était plus moi, en fait, en évoluant dans ma transition. Plus j'avance, plus je suis sécure, moins ça me dérange qu'ils se trompent. Et aussi parce que plus ils m'acceptent. Parce que faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ils m'acceptent beaucoup plus facilement parce que j'ai ce passing, parce que je rentre dans les cases, blablabla. Alors qu'au début, pendant ma transition, quand les gens n'arrivaient pas à dire j'étais une fille, un garçon, là, ils acceptaient pas forcément. Parce que pour eux, ça les mettait mal à l'aise aussi. Moi, je les mettais mal à l'aise, juste par mon existence. Du coup, dans cette période-là, quand ils me disaient elle, non, j'acceptais pas du tout. Et ça me blessait, en fait. Alors que maintenant, je suis en bluff. Voilà, pas grave quoi. Mais c'est une bonne question. Je pense que c'est une question de... Tout dépend de comment l'entourage, il prend la transition en général.
Et l'intention, tu la sais toujours. J'ai l'impression que quand même, déjà, t'es fragile parce que tu vis une chose très compliquée, mais tu sens quand même l'intention des gens. Est-ce que le parcours médical de votre fils, s'il en a entrepris un, ça a été une peur pour vous? Parce que moi, de mon expérience personnelle, c'est ce dont mes parents avaient le plus peur. Le fait de passer sur le billard, ma mère me disait, ah, mais j'ai tellement peur que tu passes sur le billard, c'est quelque chose, enlever les seins, c'est tellement énorme, etc. Est-ce que vous avez vécu ça avec votre fils? Je pense que ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Ça a été comme, c'était, non mais, ah non, je vais arrêter de faire le mec. Non mais, c'est aussi lié à un contexte. C'est aussi lié à un contexte. C'est-à-dire que c'était aller à l'hôpital. Bien sûr, on a toujours peur de l'hôpital, l'opération. Bien sûr que c'est, ok, moi aussi ça. Mais c'était aller à l'hôpital pour accompagner quelqu'un qui allait, non pas pour guérir d'une maladie, mais pour se libérer, devenir, c'était une opération positive. C'était pas parce qu'elle allait enlever, comme dans le cas de sa maman qui avait une tumeur qui prenait de plus en plus de place dans son corps, et qu'on n'allait pas enlever une tumeur, on allait libérer et permettre. Moi, je l'ai vécu comme d'abord. C'est un peu con, mais comme des métaphores d'une renaissance. Tu vois, moi, c'était un peu comme l'accouchement. Mais tout était chouette, quoi. Tout est vraiment chouette. C'était d'aller à Zug, cette ville absurde. J'étais jamais allé à Zug, peut-être. Et puis donc, tu vas rester 2 jours parce que on arrivait l'après-midi. Il fallait en arriver. On a checké in. Après, on s'est tiré de l'hôpital pour aller manger une banana split. On a mangé une banana split, ce qui était très drôle. Parce que c'était là. Et puis il y a des saucisses. Voilà. Et donc, et ensuite, on s'est fait engueuler parce qu'on n'était pas censé avoir quitté l'hôpital. Il aurait dû rester normalement parce qu'une fois que tu as fait le check-in, t'es pas censé partir. Donc, ils disaient, ah, c'est les Belges qui ils étaient prêts à appeler la police. Et on arrive dans cette chambre d'hôpital où ils étaient deux lits avec puis le nom d'une autre personne. Et puis je me dis, j'espère qu'il va pas se retrouver avec un vieux Suisse allemand qui vient se faire opérer de sa prostate ou je sais pas quoi. Et coup de bol, il était avec un jeune homme trans. Évidemment, j'aurais fait, et un jeune homme trans qui était, je voyais ces 2 jeunes hommes dans leur lit, puis après le lendemain, après l'opération, quand on est revenu, qui étaient avec leur drap et leur truc, qui était d'une beauté mais incroyable, et puis avec une espèce de libération, de sourire, de joie. Il y avait une joie dans cette chambre d'hôpital, et c'était un moment merveilleux. L'autre jeune homme, lui, voilà, ses parents n'avaient pas voulu venir, donc ses parents étaient voilà. Par contre, il avait son ami avec lui, et il y avait un moment comme ça de célébration. Voilà, ce qu'on vit rarement dans les hôpitaux. Ouais. Après, il y a, alors, parce que j'anticipe la question suivante, tu vois. Voilà. Et le bas, est-ce qu'il a fait le bas? Il va quand même pas faire le bas. Et quand est-ce qu'il va faire le bas? Et tu vois, il y a ce truc-là, tu vois, aussi où toi, en tant que père, te dire, what the fuck. Il faut une bite pour être un mec. Mais à nouveau, tu vas expliquer génitalité, genre, tous ces machins. Enfin, expliquer, en tout cas. Tu vois. Et puis pour moi, mais je dois avouer que moi, c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, tu vois, nourri de tous ces clichés dont on parlait, tu vois. Et c'est vrai que ça a été un truc. Maintenant, on en plaisante, tu vois. Avec on dit, putain, ça devrait quand même être cool d'avoir une bite. Je sais pas, vas-y, mon gars. Je sais pas. Tu vois, on arrive maintenant vraiment. Après, on reste bien sûr un père et un fils, chacun dans son. On n'a pas parlé notamment autour des questions de sa sexualité. Vous arrivez à capter qu'un homme n'a pas besoin d'une bite. Complètement. Et par contre, j'arrive aussi à dire, il arrive à me dire, c'est comment d'avoir une bite, tu sais. Non, mais. J'adore cette conversation. Oui, des fois c'est cool, puis des fois c'est super bon. Mais c'est pas, ça me définit. Mais, et ce sentiment, tu vois, de revenir de Zug, en voiture avec ce jeune homme un peu comme ça, qui est un peu, bien sûr, c'était un peu comme quand tu rentres de la maternité.
maternité avec ton mioche. Tu sais, il y a ce truc où tu prends le môme et puis tu le mets dans la voiture, dans le baby, machin, et puis tu rentres, puis tu dis, on va rentrer à la maison avec cette nouvelle personne. Hein. Puis tu as ce petit moment un peu où tu es un peu content de sortir de l'hôpital avec ce mioche. Et puis moi, je retrouvais ce même truc, un peu, t'es là avec c'était un grand gamin, évidemment, mais il y a un moment Incroyable. très joyeux, je trouve. Incroyable. Alors, non, je n'ai pas d'appréhension. Je vois d'une manière très similaire à la vôtre. Moi, je me réjouis pour lui, quoi. Ouais. Pour qu'il puisse être totalement comme il a envie d'être, bien et tout ça. Parce que j'ai l'impression que ça le dérange encore. C'est pas facile. C'est dur, ouais. C'est dur, ouais, même. Donc, et physiquement aussi, pas seulement, parce que aussi, ces trucs là, les Ah, c'est horrible. Ouais, C'est justement, terrible, ouais. voilà. Ça compresse. Ouais, justement. C'est pour ça que je me réjouis vraiment pour lui qu'il puisse faire ça, et surtout que c'était le parcours du combattant. On n'y est pas encore tout à fait, mais on y arrive, on touche à bout, pour pouvoir avoir l'autorisation qu'on puisse prendre rendez-vous. Donc ça a repoussé. Puis ça, c'est terrible aussi. Moi, quand on a une date, on sait, ok, j'ai un objectif, je dis n'importe quoi, 30 mai, puis voilà, je sais que c'est le 30 mai, tac, puis je peux m'orienter là-dessus. Mais là, c'est ça qui est pire, c'est qu'on ne sait pas trop, ouais, peut-être janvier, puis après un an, non, ce sera plutôt mars, puis on ne sait jamais quand ça va arriver, quoi. Et vous l'aidez dans les démarches administratives? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, personnellement, non, pour être tout à fait honnête. Ouais. On en discute relativement souvent, donc on lui dit si tu as besoin d'aide ou comme ça. C'est lui qui fait, mais maintenant on est passé à un niveau supérieur et je dois avouer que c'est mon épouse qui s'occupe de ça. Ok, c'est bien. C'est bien d'avoir un soutien parce que c'est vraiment hyper dur. Ces démarches administratives, c'est l'enfer. Est-ce que vous êtes fier de votre fils? Oui, très. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance vraiment qu'il ait fait stage une année dans mon entreprise. Et j'ai pu le découvrir aussi là d'une autre manière et ça m'a tellement fait du bien, plaisir de voir tout ce qu'il savait déjà faire. Et ce que j'admire, c'est son courage, sa prestance, il ose vraiment. Ah, il a fait des trucs que je n'aurais jamais osé. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour lui. Ça m'émeut trop parce que c'est vrai que de voir un père qui perçoit ça, c'est génial. Et vous? Moi, c'est comme Benoît. Je pense que je suis infiniment fier de ce qu'il est et de ce qu'il a toujours été. Et je suis heureux que grâce à ce qui nous est arrivé, je sois nettement moins con aujourd'hui que je l'étais il y a quelques années, je pense. Ou en tout cas, de la manière dont j'ai pu grandir. Dont j'ai pu grandir. Et c'est mon fils qui m'a fait grandir. Puis ça, franchement, c'est trop bien. Cool, quoi. En fait, vous dites les deux la même chose, c'est que votre fils et le parcours de votre fils vous a beaucoup apporté au niveau aussi de vous-même, quoi. Non. Ça, c'est incroyable de le voir comme ça. Parce que souvent, les pères, le discours que j'ai, moi, à Ambiance des pères, c'est de trouver la faute à pourquoi mon fils, il est comme ça, et la honte et tout. Et vous, au contraire, c'est je suis fier et ça m'apporte beaucoup. Parce que pour moi, le mot, c'est vraiment tolérance. Parce qu'il faut la compréhension. Alors, j'ai toute ma compréhension avec cette situation de l'enfant qu'il a ça. Mais je pense qu'il y a aussi besoin de l'autre côté. De l'autre côté, ça englobe beaucoup de personnes. D'avoir aussi cette tolérance, cette compréhension de la potentielle souffrance qui n'est rien par rapport à celle de l'enfant, on est bien d'accord, mais le stress qui est causé, tout ça. Et je crois que le pire qui peut se passer, c'est que ça se polarise, et puis on retombe dans c'est la faute à lui, c'est où, tac. Puis là, il y a personne qui gagne, c'est tout le monde qui perd. Et puis qu'on est plutôt à dire, ok, tu veux bien m'expliquer, c'est quoi tes craintes, qu'est-ce qui se passe avec toi, comment tu te sens, et puis d'avoir cet échange. Puis rien que d'avoir ça, on ne doit pas être d'accord à la fin. Mais au moins, j'ai beaucoup plus de compréhension après de ce qui se passe avec vous avec ce qui se passe avec moi. Et puis comme ça, on peut continuer ensemble, même si on n'est pas forcément d'accord sur le but, disons. Ça, c'est un point hyper intéressant. C'est ce truc de quelle souffrance vous a apporté la transition de votre fils. Parce que moi, on m'a déjà dit ça, que ça va apporter beaucoup de souffrance à des personnes. Alors que quand toi-même tu es trans et quelqu'un te dit en face, c'est moi qui souffre de ta transidentité, tu as envie de lui dire fuck off. Mais bien sûr, je comprends tout à fait. Après, dans la réalité des choses, c'est normal, c'est envisageable, en tout cas pour moi, de comprendre une certaine partie de la souffrance de la personne en face, tout en attendant d'elle qu'elle ne me mette pas la faute dessus. Non. Alors, c'est compliqué parce que
normal que ça peut vous faire souffrir. C'est normal. Enfin, comme vous avez dit, des projections, des choses, etc. Tout ça, ça se casse la gueule et voilà, c'est normal. Mais la seule chose, c'est que moi, on m'a déjà dit des choses du style, c'est à cause de toi que voilà. Et ça, faut trouver la juste balance. Et comme vous dites, la discussion, pour moi, c'est le meilleur. Et tolérance. Dernière question pour clore tout ça. Est-ce que vous seriez d'accord de chacun donner un conseil spécifique aux autres papas de mecs trans? Un truc que vous aimeriez dire, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, hein, mais un conseil à donner aux papas qui ont aussi un fils trans et qui ne savent pas du tout comment s'y prendre ou qui n'acceptent pas, voilà, quelque chose que ça peut être court, long, voilà. Moi, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est de réaliser le courage qu'il faut pour faire ça. Ça, c'est ce qui m'a aidé énormément, de me dire, mais attends, imagine-toi, Bernard, que toi, tu devais dire tout d'un coup, demain, je suis une femme, je dois affronter ma famille, je dois affronter mes amis, je dois affronter l'environnement direct, le travail, l'administration, tous ces trucs. Est-ce que j'aurais le courage de faire ça? Est-ce que je ferais ça juste parce que ça me fait plaisir ou je sais pas quoi? Non, si je le fais, c'est parce qu'il y a un besoin, il y a une souffrance pour l'instant et ça doit changer. Donc, c'est voilà. splendide. C'est splendide comme ça. Et je pense que c'est la meilleure manière pour contrer ce qu'on continue d'entendre souvent. C'est une mode, c'est une influence des réseaux sociaux, c'est tout ça. Et c'est le discours qui, pour moi, est le plus intolérable de remettre en question la réalité de la transition. Et pour moi, le truc que j'ai peut-être plus partagé le plus souvent avec d'autres pères qui avaient peut-être au début de la transition qui venaient d'apprendre ou qui étaient un peu comme ça, un peu dans le doute, c'est vraiment ce que m'a dit mon fils. C'est la même personne. C'est une personne que tu aimes. Enfin, j'espère que tu aimes. Et c'est cette même personne-là. Et c'est une personne. C'est juste la continuité. C'est pas une rupture. C'est pour ça que c'est pas un deuil ou c'est pas une perte. C'est pas une perte. C'est une continuité. C'est une continuité qui est différente. Ton enfant, un jour, il va partir de chez toi, il va aller vivre à l'étranger, il va avoir des mômes lui-même, ou je sais rien. Enfin, il va faire un métier différent du tien, ou je sais rien. C'est une personne. Ouais. Et puis, cette personne, tu l'aimes pour ce qu'elle est. Et il n'y a pas de raison que tu puisses pas continuer à l'aimer. Tu vas pas la perdre. C'est une parfaite conclusion à ce podcast. À cette première saison de Transmence. Je me sens hyper honoré d'avoir eu Stéphane et Bernard avec moi pour terminer cette saison. Et j'espère vous revoir dans la deuxième saison. C'était Transmence.